si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si Maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Comme vous le savez, cette saison numéro 2 du podcast est accompagnée et sponsorisée par l'ONG Free Press Unlimited, qui nous accompagne depuis quelques épisodes maintenant et je tiens naturellement à les remercier. Cette ONG souhaite à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face à la Covid-19. De ce fait, nous vous raconterons toujours les mêmes histoires, c'est ce que je fais depuis le début, avec en bonus à la fin de chaque épisode un échange entre le docteur Steve Moukam sur le Covid-19, ou la Covid-19 finalement, on ne sait pas toujours, et Herman Com. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si Maman m'avait dit. Mais pas de panique, comme d'habitude, je partagerai le lien dans la présentation. Alors, je profite aussi pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple et la plateforme Anchor. Aujourd'hui, mon invité est Cynthia, c'est mon amie, c'est ma sœur, et je suis très contente de la voir. C'est pas tous les jours que j'ai mes amis dans le podcast, et chaque fois que je les ai, je suis toujours un peu émue, un peu sous pression. Bonjour Cynthia. Hello Diane. Comment ça va? Ça va très bien, je suis hyper contente d'être là, et c'est à la fois, comme tu dis, très bizarre. Ouais, tu connais le podcast, et tu sais que la première question que je pose toujours à mes invités, c'est voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman et donc ma tata te disent? Alors, je pense que j'ai beaucoup parlé, je continue de parler avec ma maman, mais je pense qu'on parle beaucoup de cette grâce de devenir maman, de cette magie un petit peu qu'on vit, du petit nuage sur lequel on est. Mais on ne parle pas, je pense peut-être pour plusieurs raisons, de toutes les responsabilités qui finalement nous incombent et de toutes les difficultés qu'on peut ressentir ou vivre. Et j'aurais aimé qu'elle me parle davantage de tout ça. Davantage qu'est la maternité ou davantage de... Alors, davantage de ce que c'est que la maternité. Je pense que ce que ça apporte de positif, on en parle tous beaucoup. Moi, personnellement, j'aurais peut-être aimé être plus préparée ou parler de sujets que peut-être la société considère comme tabou ou qu'on ne dit pas, sinon on se dit que personne n'aurait d'enfant. Alors, quel est le premier sujet ou la première chose que la maternité t'a appris ou que tu as découvert, où tu t'es dit on m'avait pas dit ça? Alors, on m'a dit, que ce soit ma maman ou mon entourage, « Ah, mais tu sais, les premières nuits, c'est difficile, mais tu es tellement heureuse que tu ne ressens pas la fatigue. » Je suis très heureuse, j'ai été très heureuse, mais on ressent la fatigue. Et je pense que cette fatigue, elle est surmontable, bien entendu, mais on en parle très peu. On est sur notre nuage, mais quand on accouche par césarienne, par exemple, forcément, on est un petit peu handicapé pendant les premiers jours. On a mal, on souffre, il y a déjà cette douleur et c'est vrai que tout n'est pas rose en fait. Donc on est très content, donc forcément on est sur un petit nuage, mais parlons-en. Alors j'ai plein de questions, parce que déjà je suis pas maman, donc ce sujet ne peut que m'intéresser, mais je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent, et tu as parlé de ça, la césarienne, à quel moment tu découvres dans le processus de grossesse que tu vas avoir une césarienne par exemple? À aucun moment. C'est-à-dire que moi, je lisais beaucoup, j'avais acheté des livres pour me renseigner, me cultiver autour de tout ça. Et tous les chapitres, je pense j'ai un livre où j'avais 2 chapitres sur la césarienne et j'ai dit non, ça, je proclame que je n'aurai pas ça. Donc du coup, volontairement, je ne me suis pas renseignée dessus. Sur comment ça se passait, le après, je me suis pas du tout renseignée. Comment ça s'est passé pour toi, la césarienne? C'était dur, c'était compliqué parce que j'étais dans une situation d'urgence. Ah, parce que tu as eu 2 grossesses. Exactement. Et quand tu as une césarienne, une fois, tu peux qu'accoucher par césarienne après? Honnêtement, pour moi, il n'y a rien d'impossible. C'est ce qu'on dit, c'est ce que généralement les médecins disent. Mais il n'y a rien d'impossible et je connais plusieurs cas différents. D'accord. Bon, alors on va parler donc de cette première grossesse qui est d'ailleurs ta première rencontre avec la maternité. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'a été justement cette première grossesse donc avec ton mari Ok, donc cette première grossesse, honnêtement, tout au long de la grossesse, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je suis une personne très dynamique, donc il était hors de question de toute façon que je
je sois plus au ralenti que d'habitude, en tout cas si je trouve que j'ai la capacité de. Et honnêtement, je n'ai pas rencontré de difficultés, honnêtement, durant cette période. Je venais de lancer justement le bar à jus avec, la franchise d'un bar à jus avec mon mari. Et du coup, j'ai multitask, mais j'adorais, c'était génial. Et vers le 6e mois, là, je commence à me rendre compte que je commence à avoir plein de petits symptômes qui montrent que là, il va falloir ralentir ma cocotte parce que tu vas pas pouvoir continuer comme ça. La petite histoire, c'est que moi, j'ai eu dans le passé des problèmes d'hypertension qui se sont réglés parce que voilà, j'ai pris conscience au niveau de ma santé, au niveau de mon alimentation, pardon. Et au niveau du sport également, qui m'ont vraiment facilité à améliorer tout ça, mon hygiène de vie globalement. Et donc là, je me retrouve confrontée encore à cette maladie, donc l'hypertension, qui bien entendu, quand on est enceinte, en état de grossesse, c'est compliqué et ça peut être très dangereux. Et donc je commence à recevoir quand même des alertes de mon corps. Je vais consulter, on me dit là, à un moment donné, s'il faut qu'on t'alite, on va t'aliter parce qu'il faut arrêter, il faut te calmer, on sait que t'es speed, que tu peux pas ne rien faire. Mais il faut que tu te calmes. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait que je me calme, c'est que en fait j'ai eu les pieds qui ont tellement enflé que en fait je ne pouvais pas en fait marcher. Et là on m'a hospitalisée. Et d'ailleurs j'étais en train de faire une interview. Et là, on m'a dit, bon, tu vas arrêter. Donc, j'ai fait ma valise. Mon médecin m'a dit, mais là, on va venir te chercher. On va t'interner. Il faut que tu ailles à l'hôpital, que tu ailles te reposer, qu'on te surveille. Et donc, du coup, là, pas trop stressée. Je me dis que ça va aller. Et je passe, du coup, 1, 2, 3 jours. Tout se passe bien. Ma tension est complètement redescendue. On me donne tous les soins nécessaires. Et donc, je commence à dire, bon, maintenant, c'est bon. Laissez-moi sortir. J'ai compris. Je vais ralentir la cadence. J'ai bien compris. Mais je peux sortir. Je me sens mieux. Et les résultats montrent que tout va bien. Et je pense que je devais sortir le lendemain. Le lendemain, en fait, c'est le 28 janvier 2018. Je ne peux pas oublier cette date où je commence à avoir des douleurs inexplicables, en fait, mais au niveau de la nuque, au niveau du dos. J'ai des symptômes, on va dire, de palu. Donc, on me dit, bon, j'espère que tu nous fais pas en plus un palu. Donc, on me descend, on me fait des analyses. On se rend compte que non, en fait, j'ai pas le palu. Je remonte en chambre. Et vers 17h, si je me souviens bien, je commence à avoir des douleurs tellement atroces que je ne peux plus, je me lève, je peux pas me lever, des douleurs atroces. Et donc, on est à l'hôpital un dimanche, 28 janvier, à Abidjan. Mon médecin n'est pas là. Donc là, on est obligé de me descendre en urgence pour que je puisse faire une échographie. Et je dis toujours je ne donnerai pas de nom, Dr House, donc un médecin hyper... cru, qui fait l'échographie et qui dit à mon mari, honnêtement, ça va pas. Elle fait un HRP. On était là, bon, d'accord, c'est quoi ça? Et il dit, elle fait un hémato-rétro-placentaire et en fait, son placenta s'est décollé, elle est en train de faire une hémorragie interne. Si on l'opère pas dans 20 minutes, elle y passe, l'enfant et elle y passe, ils y passent. Donc, alerte horrible. Donc forcément tu peux rien faire d'autre que de pleurer parce que tu te dis ok, mais qu'est-ce qui m'arrive, j'allais bien jusqu'à hier ou jusqu'à ce matin, qu'est-ce qui se passe? Et donc comme ma belle-mère du coup, enfin la maman de mon mari est dans le corps médical, donc il alerte aussitôt, donc elle arrive, mon médecin arrive, donc je me rappelle juste d'infirmières qui arrivent et qui demandent à ce Dr House hyper efficace, enfin cru, mais du coup hyper réactif, les infirmières lui demandent signer des décharges, signer, et il leur renvoie à la figure, mais allez au bloc, quoi. Là, on n'a pas le temps, en fait. Et du coup, je me rappelle juste d'être au bloc et de pleurer, de prier, de me dire, mais qu'est-ce qui arrive? Et que je veux voir ma belle-mère, je veux voir ma belle-maman, parce que c'est elle qui est à Abidjan, ma maman n'est pas là. Elle est à Dakar, et donc, je sens juste une main me prendre et me dire, tout va très bien se passer. Et là, on m'endort. Donc, je ne me souviens plus de rien. Je me réveille, on m'a fait une anesthésie générale, on m'a fait une césarienne, forcément pour sortir ma fille qui était en souffrance. Et la première des choses, c'est je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où? Elle est en vie? On me dit oui, mais elle est sous couveuse, tu pourras pas la voir tout de suite, mais ça va. Vous allez bien, on vous a sauvé, c'est bon. Et je me rappelle que je demande, mais en fait, je veux faire pipi. Et on me dit, tu as une sonde, Cynthia. Tu viens de faire pipi, là, en fait, regarde. Et donc là, je me dis, t'aurais mieux fait de te renseigner sur c'est quoi une césarienne. Et donc là, je suis toujours couchée.
Et je sais plus pour quelle raison, je devais juste m'asseoir sur mon lit, mais j'ai hurlé. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, non, mais tu as eu une césarienne, on t'a ouvert le ventre. Donc, voilà les différentes conséquences. Et je commence à dire, j'ai trop faim. Et on me dit, voilà du thé, voilà de l'eau. J'ai dit, non, je veux manger, en fait. On me dit, tant que t'as pas fait les gaz, tu ne peux pas manger. Et je ne savais pas c'était quoi. C'est quoi? C'est soit d'aller aux toilettes, soit de lâcher, de faire un P. Et donc là, ça veut dire plus ou moins que tous tes organes finalement et surtout tes intestins se remettent en place. Et donc là maintenant, une fois que c'est fait, en fonction de la femme, parce qu'il y a des femmes ça peut prendre 24 heures, d'autres où ça prend juste quelques heures, et donc du coup j'apprends ça comme ça sur le tas. Et je m'en veux, je me dis mais j'aurais dû lire en fait, j'aurais dû me renseigner, j'aurais dû me cultiver, parce que je pense pas que ça allait transformer complètement mon expérience, mais là vraiment c'est comme si j'ai plongé dans le vide. Et puis tous les jours on t'annonce un truc. Et tous les jours voilà, ou toutes les 30 minutes ou toutes les heures on vient t'annoncer quelque chose. Donc c'est mentalement c'est pas évident. Et en plus vu la situation d'urgence dans laquelle j'ai été, c'était compliqué. Donc quand tu te lèves, le premier réflexe c'est où est mon bébé? Oui. Est-ce que toi, tu as toujours eu l'instinct maternel ou l'instinct maternel est venu avec cette grossesse? Pour moi, j'ai jamais répondu à cette question parce que je me dis que tant qu'on n'a pas, tant qu'on le vit pas, on peut pas se dire ah non mais j'ai pas l'instinct maternel. C'est pas pareil. C'est pas pareil d'aimer ou de porter beaucoup d'affection, d'attention vis-à-vis d'un neveu, d'une nièce ou de l'enfant d'une copine qui est comme notre sœur. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on vit. Pour moi, l'instinct maternel, c'est vraiment... oui, ça se vit et on se rend compte au fur et à mesure, quand on avance dans ce cheminement-là, que, oui, c'est ça l'instinct maternel, en fait. Parce que pour X, Y raison ou une situation, une action très basique de la vie, on se dit, c'est ça l'instinct maternel. Donc, pour moi, c'est quelque chose de... C'est pas tangible, en fait. Je peux pas en parler si je pense, c'est mon avis. C'est ce que je pense. Et donc, tu te lèves, on te dit que ta fille est là, elle est en couveuse. Est-ce que tu avais une idée de ce qu'était une couveuse? Je savais ce que c'était, mais je ne savais pas toute l'organisation qu'il y avait, parce que pour aller la voir, en fait, il faut porter des gants, il faut porter des chaussures, tout doit être très... comment on dit ça très... Oui, ça peut pas être sale, quoi. Exactement. Il y a beaucoup d'hygiène qui est mis tout autour de ça, et donc du coup, tu as l'impression que tu te mets comme un cosmonaute pour aller dans l'espace. Et donc, ouais, c'est assez spécial. Donc non, forcément, je pense que c'est pas une expérience c'est une expérience que aucun parent n'a envie de vivre, parce que t'es face à une vitre, t'as une vitre quand même qui dépasse, et tu vois que voilà, ton enfant, il a quand même besoin d'aide finalement soit pour respirer, soit en tout cas pour prendre les forces suffisantes avant de sortir de là, et que tu puisses profiter de lui. C'est vrai que des fois, quand on parle de couveuse, on pense aux primas. C'est souvent les grands prématurés, mais on n'a pas une vision sur le fait qu'une maman puisse être malade ou fatiguée, et d'un seul coup, il faut protéger son enfant. En tout cas, moi, dans ma conception, c'est vraiment les grands prématurés, mais ton enfant, il n'était pas prématuré. Non, j'étais à 36 semaines, donc un peu plus de 7 mois. J'étais à 7 mois et demi de grossesse, voilà. Et ton mari, parce que ton mari, il est là quand tu te réveilles? Ah oui, lui, il est collé. Non, il est là. Comment il réagit? Parce que finalement, il découvre au même moment que toi, mais lui, il a sa femme, il a sa fille. Ouais. Et il est là. Exactement. Honnêtement, je sais, il est d'un tempérament très calme. On a l'impression que je suis très excitée et très dynamique à côté de lui. Et je pense que ce côté très calme, finalement, apaise, et ça l'a aussi aidé, selon moi, à pouvoir gérer la situation telle qu'il a gérée, à pouvoir appeler la famille proche pour expliquer voilà ce qui se passe. Il raconte toujours que je lui ai bassiné les oreilles pendant des mois en lui disant « Il faut que tu lises ce livre, il faut que tu livres ce livre » où il y avait justement toutes les fiches concernant comment la grossesse, le postpartum, etc., comment s'occuper d'un nouveau-né. Et il me dit « Je t'assure, quand j'étais au bloc là, il a culpabilisé, il a dit voilà, depuis elle me dit de faire ça ». Donc du coup, il a lu ça super rapidement.
Et non, je pense qu'il est d'un tempérament toujours positif. Je pense que même quand il est dans la situation qui pourrait paraître la plus désastreuse, il essaye toujours de tirer, c'est pas évident, mais il essaye de tirer le positif. Donc c'était une bonne épaule et je pense qu'il a pas paniqué. Il a géré la situation comme il le fallait. Donc quand tu t'es levé, en fait, son regard, il n'était pas en mode... Ah, pas du tout. Ouais. Il était pas du tout paniqué. Il était super content. C'est comme si une heure avant, on lui avait pas dit, bon, si on n'opère pas ta femme et ta fille, elles sont parties. Il était juste là. Et je pense qu'il rendait grâce du fait que les choses se soient bien déroulées comme il le pensait. Alors, c'est assez incroyable parce que c'est la première fois qu'on en parle. Ouais. Et en fait, je me rends compte que tu nous envoies un message pour nous dire que ta princesse était née. Mm-hmm. Mais on n'a même pas imaginé tout ce qui a pu se passer derrière. Tout ce qui s'est passé derrière. C'est incroyable. Enfin, pour moi, là, d'écouter ça, ça me fait quelque chose. Donc, tu vas voir ta princesse, vous allez voir votre princesse, vous êtes optimiste. Ouais. Tu as quand même des douleurs, mais ton focus est sur... Ah oui, c'est sûr. Quand est-ce que mes questions, toutes les 3 heures, c'était ça va mieux, vous pensez qu'elle sortira quand? Et c'était toujours, écoutez, elle est en observation, on pourrait pas vous dire. Ça, chaque enfant, chaque nouveau-né réagit à sa façon. Il y en a qui restent 3 jours, il y en a qui restent 3 semaines, il y en a qui restent des mois. Donc là, il y a pas de quoi s'inquiéter, mais on peut pas venir vous donner un délai. Et donc du coup, moi, je sors au bout du 3e jour. Donc on rentre à la maison et en fait le système c'est que on allait forcément tous les jours la voir. Et le 6e jour, donc on est le 3 février, mon mari justement va à l'hôpital et on apprend en fait qu'ils sont en train de la réanimer. Et donc situation mais je sais pas, je pense pas que bouleversant puisse être un adjectif suffisamment fort pour expliquer ce qui se passe, parce qu'en fait, du coup, il est obligé de me raconter je ne sais plus trop quoi pour me faire venir à l'hôpital. Et du coup, moi, je lui en veux en lui disant mais je t'avais dit de m'attendre et tout, moi, je suis trop pressée de la voir, pourquoi tu m'as pas attendu? Et je sais plus comment il arrive à faire ça, il vient avec sa sœur, donc on est en chemin. Et il commence en fait à m'apprêter sans que je le sache. Et il me dit en fait, donc ma fille elle s'appelle Kimia, je parle pas au passé parce que voilà, c'est un être humain qui est né, qui a vécu. Et il me dit en fait, il y a eu quelques soucis et donc voilà, moi j'y étais. Donc il me prépare et moi je commence à m'énerver en me disant mais t'aurais dû me le dire depuis qu'on était au téléphone, que je comprenne et que je fasse davantage plus vite quoi. Et en fait quand j'arrive, je me rappelle qu'on croise un de nos amis qui a son enfant. Qui est aussi hospitalisé et il a une tête, quand on dit une tête d'enterrement, mais une tête d'enterrement. Et du coup, moi je sors de l'ascenseur et je dis à mon mari, mais il va bien, son fils va bien. Et j'étais hyper inquiète pour lui parce que je me disais, oh là là, enfin, il y a un problème, je l'ai jamais vu comme ça, c'est quelqu'un qui sourit. Je savais pas que c'était mon enfant. Et donc, du coup, je m'assois et en fait, là, on m'annonce, je me dis, mais je vais aller la voir. On me dit, non, vous pouvez pas. Je dis, mais comment ça et tout. Ils me disent, non, asseyez-vous. Et du coup, là, j'ai ma belle-mère, je commence à voir ma famille arriver. Et je fais, mais attends, c'est quoi ce délire? Et ils me disent, on a tout essayé, c'est fini. Et en fait, là, j'ai ressenti sur ce moment-là ce qu'on appelle, je sais plus exactement c'est quoi le terme, mais c'est descente, ils appellent ça un terme technique, descente des organes. Et en fait, je fais une sorte d'hémorragie externe parce que je suis en état de choc. Et la pire chose, c'est que je me dis, je l'ai jamais tenue, je l'ai jamais tenue vu que je la voyais au travers d'une vitre. Et là, ils me disent, bon, venez. Et donc, la seule fois où je l'ai tenue, en fait, elle était décédée. Donc, bouleversement total. Parce que le plus dur, c'est que je me suis pas encore remise de la situation catastrophique dans laquelle j'ai accouché. J'ai toutes les conséquences finalement de cet accouchement-là par césarienne. Et là, on me dit, en plus de tout ça, ton bébé, il n'existe plus. Donc sur le moment, on s'est dit, mais on va mourir en fait. Genre, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, j'ai été forcément extrêmement entourée. Je pense qu'au départ, on n'a pas envie forcément de voir du monde et on le dit, mais c'est pas vrai. Je pense que c'est très important qu'on soit entouré, qu'on se retrouve pas seul. Donc voilà.
Est-ce que tu as eu envie d'en finir avec ta vie ou pas du tout? Je pense pas que j'ai eu cette pensée. Je me suis posé la question de à quoi ma vie rime, en fait. À quoi ma vie rime. Pourquoi forcément, on essaye toujours en tant qu'être humain de trouver un accusateur, un accusateur. Et donc, 10 milliards de questions qui traversent l'esprit, en fait, en essayant de comprendre le pourquoi, qu'on ne peut pas forcément comprendre. Et c'est ça, cette période-là, elle est pas évidente à vivre. Et donc, si on oublie les personnes qui t'entourent, il y a ton mari et toi et le retour à la maison. Ouais. Enfin, est-ce que tu te souviens de la première, de ce chemin où tu pars de l'hôpital avec ton mari pour arriver chez vous? Parce que comme tu dis, au-delà de ton corps, tu avais certainement des montées de lait. Exactement. Parce que ton bébé était là. La décoration. Ouais. de la je chambre. venais de tout boucler le jour justement où je suis allée à l'hôpital et qu'on m'a annoncé son décès. Donc c'est vrai que le retour, il est très difficile. Très, très difficile. Et je sais que par exemple, quand je partais, j'avais encore j'avais des petites affaires à plier, à ranger, etc. Et en fait, je vais pas dire, j'ai pas fait de déni. Moi, je pense pas que j'ai fait de déni. Mais je me suis mis dans ma tête que j'ai besoin de temps, en fait, avant même d'entrer dans la chambre, avant d'aller ranger les affaires, avant de penser à qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait. Donc non, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, c'est très difficile. Mais je ne me braque pas, je ne me ferme pas et je ne me force pas à faire les choses. Parce que je me dis que le temps est maître de tout. Forcément, je suis croyante, donc je pense que nuit était ma foi. Je sais pas, j'aurais peut-être sombré. Sombrer, ça veut dire peut-être que voilà, j'aurais fait des choses que rationnellement, en tant que Cynthia, je n'aurais pas fait. Mais là, en tant que maman qui perd son enfant, forcément, on voit pas les choses de la même façon. On remet en question sa vie professionnelle, sa carrière. On se dit mais peut-être que si j'avais vraiment plus ralenti, j'en serais pas là. Donc on se pose toutes ces questions. Donc forcément, parce que j'en parlais justement dernièrement que sur ce sentiment de culpabilité. Donc je pense que ça, on l'a pendant un certain temps. Et tu l'as eu ce sentiment de culpabilité? Oui, moi je l'ai eu parce que franchement, le fait de pas répondre aux questions, moi je me pose déjà beaucoup de questions et j'aime contrôler, j'aime savoir, j'aime anticiper, j'aime organiser, j'aime structurer, j'aime vraiment que tout ce que je peux faire d'avance, en termes d'anticipation, j'aime le faire. Donc là, c'est comme si, déjà ça, c'est un bouleversement, un choc incommensurable. Mais je me prenais des claques, quoi. Parce que j'étais là, mais leçon d'humilité aussi, parce que j'étais là, comment moi ça m'arrive, comment moi je n'ai pas pensé à faire ça, pourquoi je n'ai... Et donc ça, je pense que ça touche aussi profondément mon âme. Et je commence à remettre en question tout dans ma vie, tout, ce qui n'est pas plus mal. Et justement, est-ce que quand tu ressens ça, tu te demandes ce que l'autre ressent? Le couple, parce qu'on dit souvent que la perte d'un enfant a différents âges, d'ailleurs, peut soit rapprocher le couple, soit le séparer, soit l'éloigner. Est-ce que toi, de temps en temps, tu regardes ton mari, donc Marcel, je vais l'appeler Marcel parce que je l'appelle Marcel, et tu te dis, tu te dis qu'est-ce qu'il ressent, où chacun est tellement dans son coin que... Ah non, par contre, alors moi je suis beaucoup plus dans la communication que lui, mais bon, avec le temps, on a réussi en tout cas à bien équilibrer ça, même en dehors de ce drame qu'on a vécu. Et au début de ce drame-là, dès le départ, et lui-même il m'a dit, il faut qu'on communique, il faut qu'on se dise les choses, il faut que ça sorte. Il m'a dit, voilà, t'es pas bien, ressens les choses, ne les cache pas, n'enfuis pas les choses en toi parce que ça sera pire et le processus du coup sera de rétablissement, si je peux dire comme ça, ou de renaissance, sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Donc finalement, on est vraiment rentré dans une situation où on communiquait. On a commencé à parler justement de ce qui s'était passé, du fait que ça ne servait à rien finalement de trouver une raison à ça, parce que de toute façon, moi je ne crois pas au hasard, et c'était plutôt dans notre discours, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, tout ce qu'on pourra faire, il me disait toujours, tout ce qu'on pourra faire, ça ne changera pas en fait, ne ramènera pas Kimia, et ne changera pas en fait ce qui s'est passé. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant ? C'était vraiment ça. Et toutes nos discussions, notre discours, c'était comment on fait pour aller de l'avant ? Comment on fait pour aller de l'avant ? Comment on fait pour aller de l'avant ? Et des fois, on n'a pas envie d'aller de l'avant, donc on parle pas.
pendant des jours. Et puis après, on se motive, on se dit, bon, au final, on est en vie. Et je pense que le fait, c'est pas que mon bébé qui a été à risque, c'est pas que ma fille, c'est moi également. Donc on aurait pu ne pas survivre toutes les deux. Et rien que ça, pour moi, c'est une grâce immense. Et je sais que, par exemple, Marcel me le disait souvent, il me disait, tu as envie. N'oublie pas cette grâce, c'est vrai qu'on vit ça, c'est pas évident, c'est difficile, mais tu aurais pu aussi partir. Hein. Donc je pense que ça, c'est ce qui m'a aussi boosté d'aller de l'avant. Il t'a fallu, entre guillemets, combien de temps pour voir un peu de lumière ? Tu vois, te dire que un pas après l'autre. Je pense que je peux dire, je sais pas si je peux dire combien de temps ça m'a pris. Après, je pense que chacune des femmes qui vit ce genre de situation réagit tellement différemment et prend le temps nécessaire qu'il faut. Je répondrais à ça en disant que on a décidé de se relancer dans l'aventure quelques mois après. Et j'ai appris du coup que j'étais enceinte 6 ou 7 mois après. Donc, 6 mois après. Donc, je me suis dit, bon, voilà, enfin, si on a décidé, c'est pas arrivé par hasard, si on a décidé, c'est que quelque part, je ne fais rien par hasard ou je ne subis pas. Donc, moi, je pars du principe que dans ma vie, et surtout dans ma vie professionnelle, je dis toujours, moi, je ne suis pas là pour subir. Hein. Donc, si je fais quelque chose, c'est parce que, ou si j'ai décidé de faire quelque chose, c'est parce que j'ai suffisamment travaillé à l'intérieur de moi-même pour me dire que je veux arriver là ou que je veux ça. Et une fois que c'est vraiment imbriqué dans ma tête, dans mon cerveau, ben, du coup, je dois faire en sorte que tout match pour que j'arrive vers cette destination-là. Donc je pense que, ben oui, bien avant 6 mois, du coup, j'étais déjà plus positive et j'avais pris la décision, malgré des nuits qui peuvent être agitées dans le sens où ben t'as pas envie de dormir parce que tu ressasses, malgré des discussions qui te font pleurer. Au début, ben forcément, les premières semaines, quand tu annonces qu'elle est née, tu as encore des messages de personnes qui viennent te féliciter, des personnes qui viennent chez toi avec des cadeaux. Et en fait, les pauvres, limite, il faut que je leur explique cet ascenseur émotionnel de merci beaucoup, mais voilà ce qui se passe. Donc, en fait, t'es continuellement en train de parler de ça, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je pense que c'est très rare. J'en ai parlé brièvement lors d'un autre podcast, et là, c'est la première fois en fait que je témoigne vraiment. Parce que pour moi, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et parce que je suis suffisamment à l'aise avec pour pouvoir le faire. Donc non, je pense que ça m'a pris quelques mois. Et même après ces quelques mois, forcément, il y a des périodes douloureuses, il y a des périodes qui sont difficiles. Mais en fait, on apprend à vivre avec. Comme toute personne dit quand on perd un être cher. C'est vrai qu'on dit souvent, oui, le temps aide. Oui, mais on apprend, en fait, c'est plus un travail intérieurement qu'on fait soi-même et qui, pour moi, s'appelle de l'acceptation. Donc, on peut accepter des choses qui sont terribles, qui sont horribles, mais quand on a décidé d'accepter, on arrive à passer le cap, en fait. Alors, c'est assez... ça me replonge, en fait, à quelques années avant. Et je me souviens quand tu m'as annoncé la nouvelle, parce que nous, on a eu le côté « Ouah, trop bien, on arrive à Abidjan, on va voir notre nièce, trop chic !» On était en début février, nous on arrivait un mois après, en mars, avec la team QLG qu'on embrasse dans notre bande d'amis. Dédicace. Et je me souviens quelques jours quand tu nous envoies ce message, je crois que c'était une phrase en mode Dieu nous a donné et puis a repris son ange. Une phrase comme ça, et je me souviens, je sais pas si c'est toi que j'ai appelé au début ou si c'est Marcel, mais ce que je sais c'est que moi-même j'ai plus pleuré que vous-même. J'ai dit c'est pas bon. J'ai dit c'est pas bon. J'étais tellement... Et c'est donc ça, finalement. Moi, j'aimerais savoir, de ton regard, quelle est la position qu'on doit avoir. Parce que tu disais, on n'a pas envie de voir les gens, mais les gens doivent être là. Mm-hmm. Tu vois, nous, par exemple, des amis, on ne pouvait pas, spécialement t'envoyer des blagues, parce qu'on ne savait pas si ça rentrait dans le cadre. Donc, tu vois... finalement, chaque personne est différente, mais comment toi, de par ton expérience, tu penses qu'on devrait être, parce qu'on va te dire, on est là, mais on ne sait pas si on doit toujours te faire rigoler, si on doit venir s'asseoir chez toi. Quel est le positionnement Alors,
J'aime pas trop faire entrer les choses dans des cases. En fait, on est un peu dans une situation, je pense, de schizophrénie. C'est ça que je disais, on a besoin d'eux, mais en même temps, on dit que non, on veut pas. Je pense que c'est propre encore à chaque personne, mais je pense que personne, en tout cas, aucun être humain ne va refuser d'avoir de l'amour, de ressentir de l'amour, de ressentir de la tendresse, de l'affection. Et après, chaque individu est comme il est. Il y a des personnes, par exemple, qui vont préférer ne pas parler au téléphone parce qu'elles se disent peut-être que voilà, elles vont pas tenir ou ça va être difficile et donc du coup elles vont préférer avoir par exemple des messages. Il y a d'autres personnes qui vont préférer le contact humain, bon un peu difficile dans notre dans notre environnement Covid, mais je pense que le contact humain, le fait de savoir et de sentir que les gens sont là, c'est extrêmement important et même si les gens disent le contraire, il faut aller vers eux en fait. Il faut aller vers eux, il faut les aider de la meilleure des façons et les comprendre parce que on peut avoir des moments, moi je sais que j'ai reçu un moment beaucoup de messages. Je les lisais, hein, franchement, sur le moment ça me faisait beaucoup de bien. Mais des fois, je jetais mon téléphone, en fait. J'avais pas envie de parler à quelqu'un. Mais ces messages-là, c'est pas pour autant que j'y répondais pas, mais je prenais le temps. Donc pour moi, je pense que c'est une période qui est tellement délicate. Chacun est comme il est. Mais comme je dis, l'amour est plus fort que tout. Et dans ces moments de douleur ou de difficulté, et l'amour on peut témoigner de l'amour de différentes manières. Donc il faut le faire. C'est hyper important et ça aide. Ça aide mentalement, en tout cas, à aller mieux. Je sais qu'il y a beaucoup, en tout cas quand tu deviens adulte et que tu commences à penser maternité, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Beaucoup. Il y a des femmes qui font, ce mot est un peu bizarre, des fausses couches, qui perdent un enfant finalement. Bien sûr. Il y en a beaucoup, enfin moi je suis vraiment étonnée d'avoir entendu Autant de personnes parce que c'est... Enfin, moi, on ne m'avait jamais dit ça. Jusqu'à il y a 2 ans, je crois que quand j'ai fait le podcast, on m'avait dit, ma première invitée, ne pouvant plus avoir d'enfants, bah, elle a ouvert la porte à beaucoup de gens qui se sont confiés à moi. Et je me suis dit, oh waouh, il y a autant de gens et c'est juste courant. Mais j'ai l'impression que ce sont des femmes qui en parlent entre elles quand elles ont vécu ça. Et je suppose que dans ton entourage, il y a des personnes qui se tournent vers toi pour avoir de ton expérience, mais qui ne le disent pas à ceux qui n'ont pas vécu ça. C'est exactement ça. Et je me rappelle que peut-être même 2-3 semaines après, je me suis rendu compte que, waouh, en fait, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui sont proches ou pas très proches de moi, qui sont venues me raconter ce genre de situation qu'elles avaient vécues, que ce soit une fausse couche ou que ce soit des difficultés à enfanter, que vraiment, j'aurais jamais pu imaginer. C'est pour ça que je dis tout le temps, arrêtez d'envier les gens parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien et chacun porte sa croix. Donc comme on assimile aujourd'hui la vie de quelqu'un par rapport à ses photos sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, forcément on va pas venir montrer des photos morbides ou voilà des situations. Donc, mais en effet, je pense que c'est important d'en parler en fait, qu'on arrête d'en faire un sujet tabou. Moi, à l'époque, quand j'ai dû reprendre du coup le boulot, j'ai raconté, on était une toute petite équipe à l'époque, mais j'ai raconté ce qui s'est passé. Je leur ai dit ce qu'il en était. Donc forcément, tu as les regards de peine, etc. Et je leur disais, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Hein, c'est une période qui est pas évidente. Mais tu dois de toute façon reprendre goût à la vie parce que tu es en vie. Donc voilà, mais arrêtons vraiment en effet de... Moi, je pense que ce qui m'a aidée, au départ, franchement, c'était pas évident, mais je me suis forcée en fait à parler de ça en fait. Et je sais que par exemple, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient vue justement enceinte avec un gros ventre et qui des mois après me disent mais et ton bébé, t'as accouché? Je dis oui, mais elle est décédée. Et là, du coup, ils sont confus, ils veulent se cacher. Et je leur dis non, mais si vous me posez, vous pouvez pas savoir, c'est normal, vous m'avez vu dans cet état, donc ils savent plus trop où se mettre et en fait c'est normal. Après, je pense qu'ils soient comme ça, mais ça devrait plus être un tabou parce qu'en effet, comme tu dis, il y a trop de femmes qui sont confrontées à ça et le fait d'en faire un tabou, c'est comme si justement nous on nous enferme dans une case. En fait, on est la case des femmes qui ont souffert durant leur grossesse ou qui ont perdu un enfant et donc du coup on peut pas trop en parler ou on sait pas trop quoi leur dire, mais en fait
parlons-en en fait. Parlons-en, soutenons de la meilleure des façons qu'on peut. Et comme je dis toujours, au sein d'une entreprise, il faut en parler en fait. Il faut que les gens ils le sachent. Parce que forcément, ça joue sur le mental. Et on va pas forcément être à 300 ou à 3000% proactive ou efficace quand on vit ce genre de choses, en tout cas au départ, même sur le moyen terme, tant qu'on n'est pas guéri soi-même. Donc c'est important d'en parler pour moi. Il faut en parler. Est-ce que tu as, entre guillemets, des conseils que tu donnerais aux personnes qui ont vécu l'expérience que tu as eue ou qui ont vécu la perte d'un enfant? Est-ce que toi, tu as des conseils ou des tips ou des choses qui t'ont aidé? Je sais que tu es quelqu'un de croyante et tu disais tout à l'heure que la foi t'a aidé, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu as mis en place? Alors moi, je vais répéter. Je me rappelle à chaque fois, même au sein de nos familles respectives, on a toujours eu cette question répétitive. Comment vous faites pour être si fort? Si on était à votre place, mais on serait en train de pleurer, on pourrait pas en parler. Comment vous faites pour être si fort? Comment vous faites pour être si fort? Et à chaque fois, je leur disais, ce n'est pas moi qui suis forte, c'est Dieu qui me donne la force. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne peux même pas exprimer tellement c'est puissant, honnêtement. Et ça m'a vraiment aidée à me relever de cette situation. Donc pour toutes les personnes, en tout cas, qui sont croyantes, celles qui le sont, j'encourage vivement à prier et à dire ce qu'on a sur le cœur, à dire à quel point on n'est pas bien et à dire à quel point on veut essayer d'être bien et comment on pourrait l'être. C'est d'avoir son cercle aussi de personnes à qui on sait que vraiment on peut se confier, on peut être très jovial pendant 5 minutes et la minute d'après, si on a envie d'exploser, on sait que ces personnes, elles sont là. C'est hyper important de ne pas se mettre une pression ou des barrières pour la suite. Ce que j'appelle la suite, c'est « Ah, mais justement, pour oublier ce qui s'est passé, il faut avoir un autre enfant. » Non, j'aurai un enfant quand j'aurai décidé d'avoir, un deuxième enfant quand j'aurai décidé. Quand j'aurai décidé, quand Dieu pour moi aura décidé, hein, mais voilà, faut bien planifier des fois, souvent, pardon. Et non, c'est surtout, je pense, de se dire que le plus important, c'est d'être bien dans son corps, même si on culpabilise, de passer cette étape de la culpabilité et de se dire que on n'a jamais dit que la vie était facile. On n'a jamais dit que la vie était facile, mais on doit être vainqueur de la vie. Et être vainqueur de la vie, c'est pas, c'est peut-être vivre le décès d'un enfant, mais de se relever autrement et de faire même des choses très très grandes, parce que on revient avec un bagage d'humilité, de constat pour ma part, parce que moi, d'autres femmes, c'est pas vraiment le cas, mais de take care, en fait, de prendre conscience, en tout cas, de l'importance de sa santé. J'en ai beaucoup pris conscience. Et aussi de me dire que je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante d'être en vie. Du coup, je suis reconnaissante pour tout et j'apprends à être davantage reconnaissante. Ce sentiment de... En fait, plus on est... Je lisais ça, je sais plus dans quel livre. Et j'étais là, oui, c'est une phrase bateau comme d'habitude. Et en fait, je l'ai vraiment expérimenté. Et ce que j'essaye de faire, j'avoue que je le fais pas tous les jours, mais j'essaye de le faire. Je me suis même mis une notification où tous les soirs avant de dormir, je dois dire quelles sont les 2-3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante de cette journée. Et ça peut aller du fait que je sois allée dîner au resto avec mes potes. Je suis heureuse d'avoir passé ce moment-là, au fait d'avoir un enfant en bonne santé, ou d'avoir même gagné un marché qu'on pensait ne pas gagner professionnellement parlant. Et donc du coup, voilà, de rester dans ce sentiment, je pense, de reconnaissance, de gratitude. Et ce que ça m'a beaucoup appris, et qu'on oublie, parce qu'on apprend beaucoup que ce soit un décès d'un enfant ou d'un être cher, c'est qu'on n'est pas immortel, et qu'à un moment donné, notre heure va sonner. Et que nul ne sait, comme on aime si bien le dire, ni la façon, ni l'heure. Et que quand on imbrique ça, ou je pense que quand on est passé au travers d'une situation délicate, où on a failli y passer, en fait, on reprogramme toute sa vie, en fait, et toutes même les priorités de sa vie, et on se dit, ok, en fait, si je m'en vais demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, et donc ça remet en question tout. Alors, avant de passer à la deuxième grossesse, et qui t'a certainement appris plein d'autres choses, j'aimerais savoir Kimia veut dire quoi? Alors, Kimia signifie
la paix. D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure, au bout de 6 mois, tu découvres que tu es enceinte parce que tu as eu, entre guillemets, un retard ou c'est ton corps qui te l'a dit? Non, j'étais malade. Oui, enfin, forcément, j'ai un retard, mais j'étais malade. Je pense que j'ai eu une gastro ou je sais plus ce que j'ai eu. Et du coup, j'étais à l'hôpital. Et je me rappelle que, du coup, donc mon mari Marcel dit bon, vous allez lui faire toute une panoplie d'examens, faites-lui un test de grossesse. Je lui disais, ben non, je pense pas et tout. Et finalement, c'était ça. Comment il a su? Je sais pas, des fois il ressent les choses, ce monsieur. Il est incroyable, non? Là, je pense qu'il le voulait tellement qu'il s'est dit, bon, attends, on va voir. Du coup, ouais, c'est comme ça, je pense. Oui, j'étais à l'hôpital et du coup, j'ai appris ça comme ça. Donc, et comment tu t'es sentie? Ah, super, heureuse, contente. Et puis, je me rappelle que je me disais, bon, faudra pas stresser, hein. Tu dois pas stresser, tu dois être zen, tu vas être... J'ai commencé à me parler toute seule en disant, tu vas aller au ralenti, tu vas faire les choses selon ton rythme, tu vas t'écouter cette fois. Et du coup, non, franchement, sentiment très, très positif et dans la joie. Comment tu as vécu cette seconde grossesse? Parce que justement, tu te disais que tu dois pas être stressée. Écoute, honnêtement, je l'ai bien vécu. Et comme je l'expliquais il y a quelques jours là, je dis pas ça juste pour paraître bien. Je me suis préparée à ça parce que je me suis dit, forcément, vu ce qui s'est passé, il faudrait pas qu'il y ait un revers de la médaille et que du coup, je passe ma grossesse à être dans un état de stress ultime. Je ne veux pas de ça, ou sinon, si je sens que je vais être dans cet état-là, mieux vaut que j'attende encore. Donc là, je m'étais préparée psychologiquement à être zen, en fait, et à laisser les choses se faire. Ce que je ne fais pas d'habitude. Je me suis laissée porter, j'ai écouté mon corps, j'ai eu un accompagnement magnifique de celui qui est mon associé aujourd'hui, qui m'a mis complètement à l'aise sur ma façon de travailler. Donc moi, j'ai été en remote... en télétravail, voilà, 2 ans avant le Covid, hein, je savais déjà bien ce que c'était. Et j'étais tout aussi efficace dans mon travail, j'étais pas stressée. Les seules fois où j'avais des pics, je pense j'appelle ça des petites crises d'angoisse, j'allais directement faire une écho, j'allais faire des examens parce que je voulais aussi forcément m'assurer que voilà, tout est ok, j'ai pas envie d'avoir des mauvaises surprises cette fois. Donc je faisais en sorte en tout cas d'être zen. Je pense que c'était mon motto, mon mot-clé, en tout cas, pendant ces... Pour une Cynthia qui est ultra dynamique, c'est quoi les choses que tu as fait que tu n'aurais pas fait au début parce que tu étais une pile électrique? Parce que tu dis, je me suis laissé porter, je me suis coulée. Est-ce qu'il y avait des choses concrètes? Genre, à 20h, tu fermais ton ordinateur, tu prenais un jus de fruities, tu t'asseyais. Qu'est-ce que tu faisais pour... Il y a quand même une action pas négligeable que j'ai décidé de mettre en place. C'est que j'ai attendu peut-être 3-4 mois où c'est mon mari en fait qui a géré complètement en fait le bar à jus, qui a géré Fruities. Et lui-même il m'a dit, c'est mieux ainsi. Parce que c'est pas toujours évident, hein. Et donc comme il avait pas envie que voilà, j'ai des montées de tension ou des choses comme ça, comme je suis très je peux être aussi quand même émotionnelle sur ce plan-là. Du coup, il m'a dit OK, on procède comme ça, et du coup le pauvre, il a dû gérer beaucoup de choses en plus de sa boîte. Et donc du coup forcément, au lieu de gérer 2 boîtes, moi j'en avais une à gérer. Donc je bossais, je venais de lancer, enfin j'avais lancé Kéopsec il y a moins d'1 an, donc on était quand même en train de recruter, de mettre en place plein de trucs hyper intéressants, mais j'avais cette chance finalement de travailler à domicile, et quand je sentais que ça n'allait pas trop, je forçais vraiment pas, ce que je fais d'habitude, et là je prenais vraiment du temps pour moi, et vraiment je prenais du temps pour moi, je prenais du temps avec mes amis, j'ai pris beaucoup de temps pour lire, pas que des choses de la grossesse, mais pour améliorer justement cet équilibre-là, et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors c'est intéressant parce que tu parles de mode de vie, d'équilibre. Est-ce qu'il y a des choses justement que cette grossesse t'a apporté dans ta vie actuelle? Est-ce que ce lâcher prise, est-ce que ce prendre soin de moi, tu l'as toujours aujourd'hui?
Clairement. Je pense que depuis 2018, depuis le décès de Kimia, avant même du coup que je retombe enceinte une deuxième fois, c'était quelque chose pour moi qui était évident. Donc je pense que quelle que soit la situation que je vis, j'ai décidé de se lâcher prise là en fait. Et donc du coup j'essaye de l'appliquer au mieux. Je vais pas dire que je suis extrêmement zen de 7h du matin jusqu'à minuit quand je me couche, tous les jours, c'est pas vrai. Mais à chaque fois que je vois que je déborde, j'ai comme une petite voix qui me dit « Calme-toi, recadre-toi là, parce que là, tu es en train d'aller complètement à l'ouest. » Et en fait, du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est comme si je lutte, je lutte contre moi-même, mais j'arrive finalement à me canaliser en fait. Et donc du coup, je pense que ça m'a apporté beaucoup de positif, forcément dans ma vie professionnelle, beaucoup, dans ma relation avec mes équipes aussi. Je pense que, je dis pas que j'étais pas humaine, mais j'apprends à l'être beaucoup plus. Le contact humain, comprendre ce que les gens peuvent vivre, c'est important. Soutenir, apporter justement beaucoup plus de soutien. Du coup, forcément, je vais être beaucoup plus sensible à pas mal de situations, celles qui vont se rapprocher de ce que moi j'ai vécu et bien d'autres, parce que je sais ce que ça fait et je sais ce qu'on peut ressentir. Donc du coup, beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs. Qu'est-ce que, au vu de ce que tu as vécu, tout à l'heure tu disais j'aurais aimé que maman me parle notamment de ce qu'est la maternité. C'est quoi la maternité? Parce qu'aujourd'hui, ton fils a 2 ans. Ouais, exactement. 2 ans, un peu plus de 2 ans. Là. C'est quoi la maternité? Kimia, là où elle est, elle a quoi, 3 ans? 3 ans, 3 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi. C'est quelque chose qui chamboule complètement la vie. On pense être responsable, mais le fait d'avoir un petit bout d'homme, comme je dis, qui compte sur soi pour tout, pour manger, pour s'habiller, pour demain aller à l'école. Je pense que on demande pardon à nos parents pour toutes les fois où on a dit « Ah, ils ont été pas bien, ils ont été méchants ». On se rend compte de l'importance de l'éducation. L'importance de l'éducation. Moi, je sais que du coup, quand j'ai eu Ilan, franchement, j'ai appelé mes parents. Je sais plus si je les ai appelés. J'ai envoyé un message pour leur dire vraiment le plus beau cadeau que vous m'avez fait, c'est l'éducation. Sans prétention aucune, mais c'est important. Je les remercie parce qu'ils m'ont inculqué des valeurs très très importantes dans une société de plus en plus complexe. À chaque fois, je leur dis vraiment le monde dans lequel on vit, c'est pas votre monde, mais bon. On se bat, mais non, ça m'apprend la maternité, c'est qu'est-ce que je mets en place au quotidien, et ça implique mon comportement, toutes mes actions, ma manière d'être dans le moindre détail, ma manière de m'exprimer, tout ça en fait, ça fait partie de l'éducation, et donc fondamentalement, même si on ne s'en rend pas compte, on véhicule des messages au travers de gestes, de ce qu'on dit à nos enfants. Et ça nous apprend également à prendre le temps. Parce que moi, je dis toujours, le plus important, c'est pas forcément toutes les plus grandes écoles dans lesquelles nos enfants vont aller, ou l'argent qu'on va pouvoir leur donner ou leur léguer, mais c'est le temps qu'on aura passé avec eux. Et moi, j'avais une définition du temps qui était pour moi altérée, qui n'était pas la bonne. Je courais. Je pense que ma vie, j'étais constamment dans un sprint. Et cette situation que j'ai vécue m'a appris à prendre beaucoup de recul, surtout, et donc à prendre le temps. Et à prendre du temps, en tout cas, à utiliser ce temps de la manière la plus qualitative possible. Et je pense que voilà, la maternité, c'est ça aussi, c'est de consacrer aussi le temps qu'il faut à nos enfants pour leur inculquer toutes les valeurs qu'on souhaite pour eux, en tout cas, pour se défendre dans ce monde, dans le monde de demain. C'est si beau. À une personne qui n'a pas d'idée finalement de ce qu'est la maternité ou qui a grandi avec tout ce qu'on peut lire dans les médias, et encore les médias étrangers parlent de tout ce qui est question de
de postpartum, etc. Mais nous, sur le continent, on a peu de sujets qui nous donnent une vision 360, entre guillemets, de la maternité. Même si de toute manière, il faut expérimenter ça. Il faut la vivre pour savoir certainement, voilà, moi, ton ami. Qu'est-ce que tu me dirais? C'est soit cool, enjoy. Moi, je dirais quelque chose de très simple. Suis ton cœur. Suis tes intuitions. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Et c'est marrant parce que du coup, tu me renvoies vers les discussions qu'on peut avoir des fois avec des amis. Où on va te dire non, il faut que tu portes ton enfant comme ça. Non, il faut faire ci, non ça, il faut pas faire parce que à cet âge-là, c'est pas bon. Et c'est là que tu sais que tu suis ton intention, ton intuition, pardon. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. Je pense que souvent, en postpartum, on se prend la tête et on se met une pression énorme parce qu'on cherche à être parfaite. La perfection n'existe pas, donc pourquoi on attendrait que des femmes qui ont un ventre, des fois le ventre découpé en césarienne, ou qui viennent d'accoucher par voie basse, qui ont souffert, qui ont une épisiotomie, pourquoi elles doivent être parfaites? Ok, elles ont accueilli leur nouveau-né, mais pourquoi on attend d'elles qu'elles soient parfaites et qu'elles soient sur tous les chapeaux de roue? C'est pas vrai. Il faut du temps pour récupérer et ne te mets pas la pression, Diane. Oh, c'est ce que je dirais. Est-ce que, justement, aujourd'hui, quand on te dit déjà à quand le 3e, ou est-ce que toi tu y penses? Ou tu n'aimes pas qu'on en parle? Honnêtement, je sais pas si je dirais que j'aime pas qu'on en parle. Moi, c'est des questions que je pose pas. Peut-être parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Si, c'est forcément des questions qu'on se pose. Qu'on se pose avec Marcel, avec mon mari. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est lié à notre culture en Afrique, mais c'est vrai que dès qu'un enfant commence à marcher, forcément on te demande c'est quoi la suite. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que faites attention à ce genre de questions. Ça peut être très difficile. Très difficile parce que la personne vient de faire une fausse couche et qu'elle n'a pas envie d'en parler. Donc, dans quel état elle va se trouver quand on va lui dire ça ou qu'on va lui ressasser ça? Ou que la personne, elle essaye et à chaque fois qu'elle fait des tests de grossesse, elle se rend compte qu'ils sont négatifs et qu'elle pleure et qu'elle le vit très mal. Ah, mais à quand le 2e ou le 3e? Ou à quand est-ce que tu en sais? Enfin, je trouve que c'est des questions... Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais il faut qu'ils commencent à se rendre compte que c'est difficile. Parce que je pense que si chacune des femmes qui vivent ces choses difficiles devait répondre en disant « Ah si, j'en veux, mais là, en fait, je viens de sortir de 2 fausses couches. » Je sais pas si, tu vois, Diane, tu poses la question, qu'on te répond ça, tu seras contre... Enfin, je sais pas, tu te sentiras tellement mal, toi-même, je pense plus mal, du coup, que la personne à qui tu l'as posé, que voilà, il faut... Enfin, je pense qu'après, c'est notre société, mais il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent au moment où ils ont décidé de le faire. Et quand on le voit, on constate. Et puis là, voilà, on peut féliciter, mais on connaît pas la vie des gens, en fait. On connaît pas la vie des gens, donc c'est délicat. Pour moi, c'est vraiment délicat de poser ce genre de questions-là, parce qu'on ne sait pas. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à tes enfants et qu'est-ce que tu dirais à ta maman qui va certainement t'écouter? Alors, ce que j'aimerais dire à mes enfants, donc à mes 2 enfants, à Kimia et puis à Ilan, que je fais et que je ferai tout pour être un exemple pour eux. Et je parle pas d'exemple en termes de réussite financière, mais un exemple. Je veux qu'ils soient fiers de moi, fiers de ce que j'ai pu leur inculquer pour leur permettre d'être là où ils seront demain. Et à ma maman, je lui dis merci pour tout l'amour, parce qu'elle est là, elle est présente. Elle est très frustrée forcément parce qu'on ne vit pas dans le même pays. Donc elle est très pressée de voir Ilan là. Donc non, je veux juste lui dire merci et lui dire qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait.
Et que le fait d'être maman aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point nos mamans, elles font des sacrifices incommensurables. Donc, chapeau bas. Bravo. Merci Cynthia, merci d'être venue. Merci Diane. C'était avec plaisir. Alors, je passe désormais le mic à Herman et au docteur Steve Mokam pour parler du Covid-19 et de toutes les mesures à prendre, à mettre en place, autant pour moi, afin que ce virus nous lâche la grappe. Merci beaucoup Diane Audrey et bonjour chers auditeurs. Nous sommes de nouveau avec le Dr Steve Mokam où nous allons parler de la pandémie du Covid-19. Bonjour docteur. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Très bien comme toujours et c'est toujours un plaisir d'être dans les locaux avec vous pour nous parler du Covid-19. Le plaisir partagé. La dernière fois, vous nous avez parlé des modalités de traitement du Covid-19 en insistant sur l'importance de se faire suivre une fois notre test positif. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge du Covid-19 à domicile. Alors, Dr Steve, une personne qui a été testée positive à la Covid-19 peut-elle être soignée à domicile? Déjà, Eman, les personnes qui ne présentent pas de symptômes doivent pouvoir rester chez elles. Mais ceci doit se décider après avoir été examinées par un médecin. Si ces personnes-là peuvent être suffisamment isolées des autres membres de la famille et sous réserve, comme je le disais tantôt, de l'avis favorable d'un médecin, là, un traitement à domicile peut être institué. Il peut être envisagé de se soigner à domicile seulement pour des personnes qui présentent des symptômes qui sont bénins ou modérés, c'est-à-dire des symptômes qui ne sont pas très sévères, si elles ont moins de 60 ans, si elles ne fument pas, si elles ne sont pas obèses et ne présentent pas de maladies telles que des cardiopathies, c'est-à-dire des atteintes du cœur, ne présentent pas de diabète, ne présentent pas de maladies respiratoires, ne présentent pas de cancer et ne présentent aucune insuffisance rénale ou toute maladie qui peut entraîner une baisse de notre immunité. Avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un agent de santé évaluera les facteurs de risque parallèlement aux symptômes qui sont présentés par le patient, ainsi que la capacité de la famille à prendre en charge les soins. C'est très important parce que la famille doit être un maillon très important de la prise en charge à domicile. Les membres du foyer doivent limiter les espaces communs. Ces membres-là doivent suivre les règles d'hygiène recommandées et savoir comment reconnaître des signes d'aggravation de l'état du malade, comme par exemple une fièvre qui persiste malgré un traitement qui est bien conduit et bien suivi, ainsi que l'installation d'une détresse respiratoire par exemple, sont des signes qui doivent nous faire rapidement retourner avec ce patient à l'hôpital. Savoir les reconnaître est très important et savoir comment y répondre là également. Un agent de santé également qualifié devra évaluer si le domicile concerné est apte à l'isolement d'un patient COVID-19 et aux soins qui doivent lui être prodigués. Et si des mesures adaptées de lutte anti-infectieuse sont mises sur pied, donc il vient véritablement faire une évaluation du domicile. Il est important que le patient et sa famille soient soutenus par des agents de santé qualifiés à leur domicile ou par téléphone, par télémédecine comme c'est le cas très récemment, ou par des équipes chargées d'un suivi de proximité des malades. C'est très important la prise en charge psychologique du malade dans le Covid-19 parce que cette maladie a installé chez beaucoup de personnes une angoisse et une anxiété. Donc il est très important de toujours être proche de ces malades-là pour une prise en charge optimale. Que faut-il faire pour que les autres personnes du foyer ne tombent pas malades si une personne atteinte du Covid-19 est soignée à domicile? Alors, il existe un certain nombre de précautions qui peuvent être prises pour empêcher la propagation du Covid-19 aux autres membres du foyer. Déjà, la personne malade doit être placée dans une pièce où elle sera seule. Si cela n'est pas possible, on recommande une distance de moins 1,5 mètre de la personne malade. Il est également important de veiller à bien ventiler la pièce où se trouve le malade et les espaces communs. Il est recommandé d'ouvrir les volets, d'ouvrir les fenêtres si cela est possible et ne présente pas de risque. La personne malade doit porter un masque médical dans toute la mesure du possible, surtout lorsqu'elle n'est pas seule dans la pièce et lorsque la distance d'au moins 1,5 mètre avec autrui ne peut pas être respectée. Donc, ces mesures-là sont très importantes. Les visites au domicile ne sont pas autorisées. Lorsqu'on soigne un patient à domicile, plus de visites à la maison autorisées. Limiter le nombre de personnes qui doivent aider le patient qui est pris en charge à une seule personne qui ne présente aucune maladie. Donc, on ne laissera pas un diabétique ou un hypertendu de plus de 60 ans s'occuper d'un patient COVID-19 qui est soigné à la maison. Non, on privilégiera plutôt une personne qui est bien portante, sans maladie chronique connue. Les personnes qui aident le malade et qui l'accompagnent doivent porter un masque médical
lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que le patient. Ne pas toucher le masque ou le visage une fois le masque en place. Retirer le masque et jeter lorsqu'il quitte la pièce, puis se laver les mains. Le patient également doit utiliser de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, du linge de toilette et du lit qui lui seront réservés. Donc, il ne doit plus partager les ustensiles de la maison avec les autres occupants. Ceux-ci donc doivent être lavés au savon et à l'eau après usage et ne seront pas utilisés par d'autres membres, je le précise encore. Et il faut également penser à nettoyer fréquemment les surfaces qui sont touchées par le patient. Ceci dans le but de les désinfecter au moins une fois par jour. Également, toutes les personnes qui partagent le domicile du patient doivent se laver les mains au savon et à l'eau régulièrement, en particulier après avoir toussé, après avoir éternué, avant même de manger et après être allé aux toilettes, mais surtout avant de s'occuper du malade et après s'en être occupé. Et enfin, les déchets qui sont produits ou alors qui proviennent de la chambre du malade doivent être placés dans un sac solide et bien fermé avant d'être évacués. Donc voilà ainsi résumé quelques règles que nous pouvons respecter lorsque nous avons un patient COVID-19 qui est pris en charge à la maison. Alors docteur, pendant combien de temps les personnes atteintes du COVID-19 doivent-elles rester à domicile et isolées? Les personnes atteintes du COVID-19 qui sont soignées à domicile doivent rester isolées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus en mesure de transmettre le virus à autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui présentent des symptômes doivent rester isolées pendant 10 jours au minimum après le premier jour d'apparition des symptômes, plus 4 jours supplémentaires après la disparition des symptômes lorsqu'elles n'ont ni fièvre ni autres symptômes respiratoires. Donc en gros, ça veut dire à partir du moment où on est pris en charge à domicile pour le COVID-19, il est recommandé de rester isolé. Merci beaucoup, Dr Steve. Nous voilà bien informés sur les mesures et les précautions à prendre pour le traitement d'un cas de COVID-19 à domicile. Alors, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode de Si Maman m'avait dit où nous aborderons la gestion de la pandémie dans les écoles. Tout cela avec la participation de notre partenaire Free Press Unlimited. D'ici là, à bientôt.